C'est un invité exceptionnel que j'accueille sur le plateau de TV5 Monde, Serge Klarsfeld, le visage, l'inlassable combattant pour la reconnaissance de la Shoah, la défense des victimes et des survivants, et la défense des descendants, la défense de la vérité. 80 ans après la libération du camp d'Auschwitz, où est mort votre père, Serge Klarsfeld, qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui, 80 ans après? Eh bien, le soulagement que la reconnaissance de la Shoah a eu lieu, l'inquiétude surtout pour l'avenir, parce que de nouveau, on entend le bruit des canons, de nouveau, ce bruit retentit en Europe, et je- j'ai des petits-enfants, j'ai des enfants, et je m'inquiète beaucoup pour leur avenir. Est-ce que la paix que nous avons connue pendant des décennies, est-ce que cette paix va subsister? De toute façon, quand il y a des grands cataclysmes, les Juifs en sont victimes. Donc je préfère qu'on évite une troisième guerre mondiale. Voilà. Oui. On va parler de votre inquiétude aujourd'hui, Serge Klarsfeld. Vous êtes le président des fils et filles de déportés. Vous avez contribué à faire la liste des convois. On va voir des images d'Auschwitz. C'était il y a 80 ans. L'horreur absolue, la Shoah que l'on découvrait. Et vous, à ce moment-là, qui découvrez évidemment le drame, votre père, le courage aussi qu'avait eu votre père. Oui, mon père s'est sacrifié pour nous. Il a fait un double fond dans un placard. Et ma mère, ma sœur et moi, ma sœur avait 13 ans, et moi j'avais 8 ans. Eh bien, nous sommes entrés dans cette petite cachette. Mon père aurait pu entrer aussi, mais sans doute a-t-il eu peur que les SS nous fouillent Oui, méthodiquement s'il ne trouve personne. Donc il a ouvert la porte aux SS et les SS sont entrés dans le placard, mais un SS, il a rabattu les vêtements, mais il n'a pas touché la fausse cloison et nous avons été sauvés, mais mon père, lui, a péri à Auschwitz. oui. Le convoi Donc numéro, le Auschwitz, convoi pour moi, 61 du 28 octobre 1943 oui, qui a emporté votre père. oui. Oui, C'est le convoi numéro 61, le 28 octobre, avec 1000 personnes. Et mon père aurait pu survivre, mais il n'a pas respecté les règles des camps. Un capot l'a frappé, il a assommé le capot, il a été envoyé dans un commando de représailles et il a péri. oui. Vous vous êtes dit à ce moment-là, Serge Klarsfeld, Bah, que votre vie allait être ce combat pour la vérité, ce combat pour la justice. je n'ai pas décidé à ce moment-là parce que j'avais moins de 10 ans, mais j'ai gardé le souvenir de mon père, j'ai gardé le souvenir de son sacrifice, j'ai gardé le souvenir de cette nuit d'horreur où nos camarades de ma sœur et moi qui vivaient dans l'appartement voisin ont été frappés par les SS où les parents criaient et d'autres enfants ont été arrêtés dans l'immeuble. Et donc, mais c'est après mon mariage avec une Allemande qui n'était pas juive et qui, elle, voulait réhabiliter l'Allemagne. Oui. Donc, Qui est un... il y a eu une synergie Oui, et, et nous sommes partis en guerre pour Beat, pour faire en sorte qu'un chancelier qui était un ancien nazi actif, adjoint de la propagande radiophonique, cède la place à Willy Brandt, qui était un ancien résistant. C'était à contre-courant, elle a agi légalement, elle a giflé oui. le chancelier, elle a eu 1 an de prison, mais Willy Brandt est venu au pouvoir et ensuite nous avons
combattu pendant une décennie pour faire juger les criminels allemands qui avaient déporté les Juifs de France. Oui, ce combat, vous allez le mener avec Beate d'une manière admirable, Serge Klarsfeld. Klaus Barbie, Bousquet, Leguet sont des noms qui ont marqué l'histoire de la recherche de la vérité et de ce combat que vous avez mené pour la vérité. Oui, mais nous l'avons mené effectivement au Moyen-Orient, en Amérique du Sud, dans les dictatures de l'époque. C'était il y a 50 ans, plus de 50 ans. Mais nous avons eu de la chance, nous avons échappé aux attentats, nous sommes toujours sortis de prison. Et la France et l'Allemagne, finalement, ont compris et nous ont été reconnaissantes. Beate est grand officier de la Légion d'honneur et moi, grand croix de la Légion d'honneur. Donc, on ne peut pas rêver de meilleures récompenses. Et l'Allemagne aussi nous a décorés. Donc, il y a quand même une happy end, une fin heureuse pour nous. Et nous avons bien élevé nos enfants. On a une fille qui est avocate, qui vit à Rome et qui a plusieurs enfants. Un fils conseiller d'État. Oui. Et des petits-enfants, donc, et des chiens et des chats. On a toujours vécu avec des chiens et des chats. Donc votre père Arnaud serait fier. On voyait à l'instant une image furtive qui est passée du procès de Nuremberg. On va revoir des images de ce procès de Nuremberg, qui était la justice internationale après, mais qui n'était pas suffisante selon vous. C'est-à-dire que la guerre froide a tué cette justice internationale et que la promesse de ceux qui ont créé le tribunal de Nuremberg, cette promesse de chercher les criminels jusqu'au bout du monde, c'est nous qui l'avons tenue, Simon Wiesenthal, et ce n'est pas la justice internationale. Elle a ressuscité cette justice internationale il y a à peu près une trentaine d'années, mais et elle commence à avoir une certaine efficacité. Oui, l'arrivée d'Hitler au pouvoir, dans l'histoire, les nazis, c'est dans l'histoire quelque chose qui reste un marqueur, qui va dire, voilà, ça, c'est arrivé. Et ça peut arriver, et ça pourrait arriver encore. Oui, mais c'était à une époque où les nationalismes étaient virulents, et ces nationalismes renaissent à l'échelle de blocs. Aujourd'hui, on a le bloc russe, on a le bloc américain, on a l'Union européenne, on a la Chine. Donc les blocs renaissent. Il faudrait que les blocs s'entendent pour créer un certain ordre dans le monde, un ordre pacifique, plutôt que de s'affronter. Et nous allons voir, peut-être moi je ne le verrai pas parce que j'ai quand même 89 ans, mais mes descendants en tout cas le verront. Est-ce que l'on marche vers la paix et l'ordre, ou est-ce qu'on marche vers la guerre, l'affrontement et les souffrances? Les générations d'aujourd'hui, en Europe, par exemple, en Europe occidentale, elles n'ont pas connu la guerre, jamais. Quand on ne connaît pas la guerre, on est prêt à l'accepter pratiquement. Mais nous, on sait ce que ça représente comme souffrance. Et je suis surpris qu'il n'y ait pas une volonté de paix quand on voit les destructions terribles qui ont lieu en Ukraine,
les bombardements à Gaza, les crimes, le pogrom qui a lieu à Gaza également, le 7 octobre, je suis étonné que les gens ne se battent pas plus farouchement pour conserver cette paix qui a été une période absolument exceptionnelle dans l'histoire de l'humanité. Il n'y a qu'à la période des Antonins que j'ai étudiée à la Sorbonne. Pendant 70 ans, il y a eu la paix. Et maintenant, ça fait aussi 70 ans de paix en Europe occidentale. Oui, on va revoir des images d'Hitler, Himmler, Göring, ces gens qui ont affiché l'antisémitisme comme une politique d'État en disant le juif est l'ennemi, l'antisémitisme jusqu'à ce qu'ils appelaient la solution finale. Et ça, c'est quelque chose qui va conduire à la Shoah, le crime absolu, Oui. et qui, au fond, devrait être le marqueur face auquel on doit rester vigilant. Vous avez l'impression aujourd'hui que ce discours de haine, il revient? Le discours de haine de l'antisémitisme revient, mais il est transformé parce que il a toujours été transformé. L'antisémitisme, c'était parce que les Juifs étaient différents. Ils étaient monothéistes. C'était la religion, à cause de la religion. C'était à cause du... On les brûlait à cause de la religion. Ensuite, on les tuait à cause de l'argent, ou de l'argent qu'on supposait qu'ils avaient. C'était les pogroms. Le pouvoir économique qu'on leur reprochait. Et puis, avec Hitler, c'était la race, une race qui corromput les autres races aryennes. Et maintenant, c'est la destruction de l'État d'Israël. C'est cela, cet antisémitisme. Et cet antisémitisme, il s'est transformé. C'est maintenant l'extrême gauche, c'est maintenant peut-être c'est aussi les islamistes. Et par contre, l'extrême droite n'est plus antisémite, sauf des groupuscules, mais les grands partis d'extrême droite en Europe, à part en l'Allemagne, où ce parti, l'AfD, est un parti qui est encore antisémite, mais sinon, beaucoup de partis d'extrême droite se sont transformés en partis populistes qui, à la fois, soutiennent les Juifs et soutiennent Israël. Donc, il y a une transformation de cet antisémitisme. Et puis, il y a l'Iran, avec la bombe nucléaire qui peut être dans leurs mains et les ayatollahs ont juré de la jeter sur Tel Aviv. Or, j'étais en Iran à plusieurs reprises. J'ai rencontré les ayatollahs et je peux vous dire que je crois que ce sont des gens qui tiendraient parole s'ils obtenaient cette possibilité de détruire Israël. Oui. Vous avez eu des propos, Monsieur Klarsfeld, où vous aviez dit, et ça a suscité beaucoup de réactions, qu'en cas de face-à-face entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, au deuxième tour d'une élection présidentielle, vous voteriez pour qui? Je voterai pour le parti qui soutient les Juifs. Ma vie a été engagée aux côtés du peuple juif, donc je voterai pour le parti qui soutient les Juifs contre le parti qui s'attaque aux Juifs. C'est normal donc de voter pour, dans un cas pareil, pour Marine Le Pen. Moi, je voterai, sinon toujours au premier tour, pour les partis du centre, les partis de la construction européenne, les partis de la paix, le parti de la raison, du bon sens. Mais malheureusement,
l'extrême gauche a beaucoup de soutien et populaire. Elle a mise sur les masses musulmanes, sur les électeurs musulmans. Et, et donc, il est possible qu'au second tour, on retrouve la prochaine fois Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Dans ce cas, il faudra faire un choix. Mon choix sera fait, quoi. Oui. Il y en a certains, je pense à Ginette Kolinka, rescapée de la Shoah, qui dit non, moi, je ne pourrai jamais voter pour l'extrême droite. Mais ce n'est plus l'extrême droite. L'extrême droite, l'ADN de l'extrême droite, c'est l'antisémitisme. Et le Rassemblement national, pour moi, est dans l'arc républicain à partir du moment où il a renié l'antisémitisme. Et Marine Le Pen a renié l'antisémitisme et elle soutient à la fois les Juifs et Israël. Donc, pour moi, ce n'est plus un parti d'extrême droite. Vous diriez qu'il y a dans les discours, notamment peut-être de l'extrême gauche, une confusion entre l'antisionisme et l'antisémitisme? Oui, mais l'antisionisme, c'est justement le vecteur de l'antisémitisme aujourd'hui. L'antisémitisme, c'est plus la lutte contre la religion juive ou la lutte contre le pouvoir juif ou la lutte contre la race juive. Aujourd'hui, c'est la volonté de détruire l'État d'Israël, l'État juif. Enfin, cet État juif qui existait il y a 20 siècles, qui a été anéanti par les Romains, mais les Juifs ont toujours gardé le lien, soit en étant sur place sur la terre d'Israël, soit en gardant ce souvenir et en cultivant ce souvenir du lien qui existe entre chaque Juif et Jérusalem. Et donc, aujourd'hui, il y a un État juif et le monde musulman n'accepte pas encore l'existence au Moyen-Orient, à l'emplacement même où il y avait un et même deux États juifs dans l'Antiquité, n'accepte pas que les Juifs, après la Shoah, que la communauté internationale ait créé un État juif. Et bon, je ne sais pas ce que réserve l'avenir. L'avenir est imprévisible, mais je sais qu'il y a 8 milliards d'habitants sur la Terre et il y a 15 millions de Juifs. Il y en avait 18 millions en 1940. Et chaque Juif doit s'engager pour défendre la mémoire des Juifs de la Shoah et pour la défense de l'État d'Israël. Oui, vous diriez, Serge Klarsfeld, il y a évidemment le nazisme, on a vu les images, 80 ans après la libération d'Auschwitz. Dire aujourd'hui, pour vous, c'est quoi la menace équivalente? Ce serait l'islamisme? C'est quoi? La menace, c'est les ennemis. Et les ennemis peuvent être ennemis entre eux. Les chiites et les sunnites ne sont pas toujours, comment dire, de bons amis. Mais l'Iran est la principale menace parce qu'il est en passe d'acquérir l'arme nucléaire. Et des partis comme le parti Hamas, c'est aussi un ennemi qu'il faut éliminer ou bien qu'il faut convaincre de cesser sa guerre contre Israël. Mais les
principaux ennemis sont évidemment ceux qui ont des armes et qui affrontent Israël. Voilà, donc c'est bien l'Iran et ce sont les islamistes et en général et le Hamas en particulier. La création d'un État palestinien serait une solution pour vous? Oui, ce serait une solution, à condition qu'il absorbe la Jordanie, que la communauté internationale voyait comme étant la Palestine il y a un siècle. Mais je ne vois pas cet État palestinien être installé en Cisjordanie et être à 15 kilomètres de la Méditerranée, c'est-à-dire Israël étant n'occupant qu'un tout petit espace entre la Jordanie et entre la Palestine et la mer. Donc que la Cisjordanie fasse partie de la Palestine me semble difficile. Je ne sais pas, dans l'avenir, s'il y aura des transferts de population. Vous voyez, la destruction de Gaza est telle que peut-être les habitants de Gaza préféreraient vivre ailleurs qu'à Gaza, peut-être, je ne sais pas. L'avenir nous réserve des surprises, peut-être agréables, peut-être désagréables, mais en tout cas la situation ne restera pas territorialement telle qu'elle est. Et s'il y a une Palestine, il faut que ce soit une Palestine pacifique et une Palestine où les Palestiniens puissent vivre. Ils sont nombreux. Il faut donc de l'espace. Cet espace, je ne le vois qu'en Jordanie. Vous avez amené des photos, Serge Klarsfeld. Ce sont des photos que vous avez vous-même retrouvées. Oui, j'ai Auschwitz, retrouvé. des camps. Aux États-Unis, après une longue enquête, j'ai retrouvé une femme, une déportée, qui avait, découvert à la Libération un album, l'album d'Auschwitz. Voilà, les SS attendaient des centaines de milliers de juifs hongrois, et donc ils ont construit 3 lignes de chemin de fer qui entraient à l'intérieur du camp de Birkenau, le camp des Juifs, le plus près possible des chambres à gaz, pour que le processus de mise à mort des Juifs soit le plus rapide possible, c'est-à-dire la sélection. Et la sélection, on la voit sur cette photo, par exemple, où il y a les Juifs qui sont aptes au travail, qui sont là, et puis les Juifs inaptes au travail qu'on a sélectionnés, qui sont en marche vers les chambres à gaz. Et ce sont des photos. Sans ces photos, on ne pourrait pas savoir ce qu'était la sélection. On ne pourrait pas savoir avoir une vision des victimes. Voilà les deux petits garçons qui descendent du train. Ils viennent de la Ruthénie subcarpatique, une région de Hongrie qui se trouve près de l'Ukraine et près de la Tchécoslovaquie. Voilà les hommes aptes au travail. Et voilà les inaptes au travail qui sont proches de la chambre à gaz et qui regardent le photographe. C'est 2 ou 3 heures après, toutes ces personnes seront mortes. Ce sont des photos terrifiantes parce qu'on connaît le destin de ces personnes. Voilà les hommes aptes au travail, près des trains. Et voilà le crématoire où on va les gazer, un des crématoires où on va les gazer, le crématoire 3.
Et elles ne savent pas que, mais elles se doutent bien entendu qu'il va y avoir une issue fatale, mais elles ne savent pas que ça va se passer dans ce, dans ce bâtiment. Voilà donc, et l'album se présentait comme ceci, des petites photos que j'avais fait agrandir, et j'ai été le premier donc à publier cet album, l'album d'Auschwitz, voilà. Oui. Et depuis, cet album a été publié à de nombreux exemplaires dans beaucoup de pays et dans beaucoup de langues. Vous diriez, 80 ans après Serge Klarsfeld, votre mission a été accomplie ou il y a encore du chemin à faire? Oui, mais il y a beaucoup d'historiens qui travaillent. Il y a 50 ans, il n'y avait que relativement peu de livres sur la Shoah et il y avait très peu de thèses. Aujourd'hui, il y a des milliers de thèses et chaque page de l'histoire de la Shoah est écrite par quelqu'un qui passe des années à travailler sur le sujet et dont le travail est vérifié par les universitaires. Et donc, il faut vraiment, et heureusement c'est le cas, avoir des universitaires rigoureux. On ne peut pas faire d'erreur sur la Shoah. Et je dois dire qu'une des grandes victoires, ou la seule grande victoire sur l'antisémitisme, ça a été de mettre fin au négationnisme. Les négationnistes ont perdu la partie complètement face au travail historique des historiens juifs et non juifs, parce qu'il y a beaucoup d'historiens non juifs qui travaillent sur le sujet, en particulier en Allemagne. Le sentiment qu'aujourd'hui, votre père et toutes ces victimes ont quelque part quelque chose qui dit « on ne les oubliera jamais ». Bon. S'il y a une vie après la vie, je pense qu'il m'accueillera quand même avec beaucoup de sympathie, d'amour, parce que c'est un prolongement. Et notre fils, qui est issu d'un grand-père qui était dans la Wehrmacht et d'un grand-père qui était à Auschwitz, il a pris la suite et donc mais je crois que c'est pareil dans toutes les familles juives. Il y a une transmission telle que, parce qu'il y a beaucoup d'amour familial et qu'il y a les valeurs familiales, et que même nous, avec une vie extrêmement aventureuse, nous avons eu une vie véritablement de famille, parce qu'il n'y a pas eu de vie mondaine, il n'y a pas eu de... On a eu une vie strictement de famille. Mais de combat, et combat au péril d'ailleurs de votre vie à certains moments, de combat, toujours. Oui, il faut combattre toujours. Là, je combats un peu contre la vieillesse, parce que ça commence à être dur. Lundi, par exemple, le président de la République nous emmène, Beat Arnault et moi, à Auschwitz. Il va falloir marcher. J'ai mal au dos. Mais il faut... À chaque fois, je pense à mon père, à Auschwitz. Lui aussi a dû se battre jusqu'à la fin. Et moi, je me bats dans de bien meilleures conditions, donc je suis privilégié. Mais mon père m'accompagne toujours. Et mon fils aussi, voilà. Merci.
Merci beaucoup Serge Klarsfeld pour ce témoignage exceptionnel, 80 ans après la libération d'Auschwitz. Merci beaucoup d'avoir été notre invité.